Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour faire la preview de la semaine 6 de NFL. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis accompagné par quelqu'un qui va se déplacer à Londres ce week-end pour aller voir le super affrontement entre l'équipe pour laquelle il ne paierait pas pour aller voir et les Broncos. C'est Thibaut. Salut Thibaut, comment tu vas? Salut Alex, bah écoute, ça va, on est en train de préparer ses petites affaires, on est en train de préparer ses billets d'Eurostar, ses billets pour l'avion, enfin le vaisseau spatial qui est le Tottenham Stadium, et très content d'être là. Eh bien, ça fait plaisir. Je te conseille. Tu vas à combien? Tu vas à combien de personnes à Londres? Tu vas tout seul? Non, j'y vais avec un pote pour ses 30 ans, cadeau de ses 30 ans. Ok. Sympa. Et bien, profite bien et fais-nous des photos. De ouf, ouais, c'est prévu de faire partager. Eh ben, on te suivra, hein. Mets-nous les photos dans le Discord, ça fera plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez voir ça. Et abonnez-vous partout avec le Front Office. On a un live ce soir également où Thibaut, tu seras également présent, puisqu'on fait le top 11 des offensive linemen. Donc, qui dit offensive lineman dit Doug. Donc, on aura Doug, on aura Thibaut. Et si la santé d'Alex le permet, on aura également Alexandre en plus de moi. Donc, on a les trois larrons qui ont fait leur classement. Et on va pouvoir voir les dingueries. Spoiler, il y a quelqu'un qui a mis en 1 et qui n'est pas chez quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment une grosse disparité au niveau des offensive linemen. Ça va débattre. Ça va débattre fort. Et samedi, Front Office University épisode 2 avec Anto, PA et Alexandre qui sortira. Donc le deuxième épisode de notre petite série pour aller suivre le foot américain en université. N'hésitez pas à aller suivre tout ça. Thibaut, on va commencer déjà cette preview par un rewind, comme on fait à chaque fois, puisque les Chiefs étaient en 2-2, sont allés sur le terrain des Jaguars qui étaient en 3-1, dans l'objectif que les deux équipes soient en 3-2. Ça n'a pas été le cas puisque les Chiefs ont perdu 28-31. Des Jaguars qui passent du coup en 4-1, des Chiefs en 2-3, avec comme seule victoire des Ravens compliqués et des Giants pré-Jackson Dart. Toi, tu t'inquiètes sur les Chiefs? Et ben moi je pose la question, est-ce que les Chiefs seront en playoff? Je mets les pieds directement dans le plat, j'y vais à fond, parce que ces Chiefs à 2-3 sont dans une division où rien ne sera facile sauf les Raiders, big up Alex, mais ils sont dans une division avec les Chargers qui, s'ils arrivent à récupérer leurs blessés sur la fameuse all-ligne, ce sera toujours compliqué. D'ailleurs, ils ont gagné le premier match déjà. Les Chargers sont également à 3-0 en division, donc ont un avantage certain. À côté, les Broncos sont sérieux, appliqués, à défaut d'être géniaux. On rappellera qu'ils ont perdu sur une décision arbitrale. On débriefait la dernière fois sur les erreurs arbitrales et le fait que c'était énervant. Mais contre les Colts, finalement, c'est un peu ça qui fait basculer. Donc des Broncos qui vont arriver en plus, petit moment à Londres, contre des Jets où on n'attend pas autre chose qu'ils se fassent ravager, on va pas se mentir, ça risque d'être très 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 dur avec un Sean Payton qui va certainement pas rater l'occasion de mettre un peu plus la tête sous l'eau des Jets. Et du coup, nos petits Chiefs, ils sont en bilan pour l'instant négatif, à 2-3, comme tu disais, 2 victoires peu convaincantes. Une défaite contre les Jaguars qui n'est pas plus convaincante, ce qui n'apporte pas de vrai gage de sérénité. Tu perds certes sur un dernier jeu à la mode Benny Hill de Trevor Lawrence, mais ça avant, les Chiefs ne laissaient pas l'occasion aux autres équipes de les battre. J'ai envie de te dire que ce genre de play, normalement, c'est côté Chiefs, c'est pas côté adversaire, puisque les Jaguars avaient 1 minute pour aller gagner le match. Les Chiefs menaient 28-24. Donc les Chiefs avaient fait pour le coup ce drive pour aller gagner le match, mais ils avaient laissé trop de temps. Et comme dit GG, hein, on ne laisse pas 1 minute à Trevor Lawrence, puisque ça suffit pour gagner le match. Pour le coup, super match de Trevor Lawrence qui fait un bon début de saison. Encore une fois, un offensive coordinateur des Bucks qui se retrouve head coach. Et je trouve qu'après des débuts un peu compliqués, j'ai l'impression que ça commence à très très bien cliquer côté Jaguars.
Jaguars qui sont maintenant 14e de notre power ranking, pendant que les Chiefs sont 11e. Moi, de mon côté, j'ai noté 2 trucs. Déjà, Trevor Lawrence très fort. Travis Hunter, ça y est, on commence à voir des belles choses en attaque, parce que en défense, c'est toujours. Bon, j'attends de voir un peu plus sur la défense, mais c'est pas là où je l'attends le plus, c'est plus sur l'attaque. Et les receveurs des Chiefs, au final, ça fonctionne. Moi, j'ai vu 2 équipes qui avaient la dalle dans ce match-là. Mm. Et c'est pas quelque chose qu'on voit sur tous les matchs, notamment tous les matchs des Chiefs où ils gagnent. Bon, après, c'est pas tous, parce que Chris Jones sur la dernière action où Trevor Lawrence met le TD. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Si vous regardez, franchement, je pense que je suis plus mobile que lui quand on me met un contre-pied au tennis. C'était catastrophique. Mais voilà, moi, les receveurs des Chiefs, j'aime bien. J'aime bien cette room. Elle me fait penser à la receveur room des Bills, où tu n'as pas réellement un 1 dingue, mais tu as quand même des bons joueurs. Mais le 1 va arriver. Le 1, c'est Rashee Rice, et il va arriver là dans les semaines à venir. Mais est-ce que c'est pas Attention. plus dangereux ces receveurs room où t'as pas de vrai numéro 1? Moi, je trouve ça dangereux parce que tu sais pas où mettre ton cornerback numéro 1. C'est ça, c'est Et c'est moins comme les lisible. Packers. Exactement, comme les Packers, comme les Bills. Qui d'autres il y a comme ça? Les Broncos qui n'ont pas de receveur 1 non plus réellement, même s'ils essayent avec Troy Flank. Ils ont quand même Courtland Sutton, attention. Mais ils n'ont pas cet alpha comme peut avoir d'autres équipes. Mais on voit avec. Le go-to guy, si on prend par exemple, alors, dans un autre style, les Ravens n'en ont pas, mais là j'ai l'impression que c'est plus problématique pour eux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes comme ça qui ont des menaces, on va dire des menaces multiples. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais les Bears, c'est pareil. Les Bears, au final, on pensait qu'ils auraient Keenan Allen ou DJ Moore. DJ Moore, en termes de production, c'est pas ça. À côté, il y a un Romeo Dunze qui a l'air de prendre un peu plus. Un Luther Burden, on ne sait pas trop. Donc non, il y a des équipes comme ça, comme tu dis, pour la défense en face, où on met notre corner numéro 1. Bonne question. Exactement. Donc voilà pour des Jaguars qui sont très séduisants sur ce début de saison, des Chiefs qui sont assez décevants. Et à voir ce que ça donne sur les semaines à venir. Et spoiler, ça risque d'être compliqué pour les 2 équipes parce qu'il y a des matchs compliqués cette semaine. Il y a des beaux matchs. Autant cette semaine, ça a été. Sur la semaine 5, pardon, ça a été un petit peu difficile les affiches. Là, sur la semaine prochaine, il y en a des belles. Et on a hâte de voir ça. Et tu as la chance d'aller au plus beau. Peut-être pas. Je te propose qu'on entame la preview avec le moment consulting. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour le moment consulting, on a une question qui nous vient de Jojo sur le Discord qui dit: quel coordo et quel head coach sont pour vous sur la sellette? Alors, on a des gens en commun. Je vais commencer par quelqu'un qu'on n'a pas en commun. Je pense que quelqu'un aux Cardinals va sauter. Qui? Je ne sais pas. Mais je pense que quelqu'un va sauter parce que ce qu'on a vu là sur le match précédent, le fait que l'équipe parte complètement en cacahuète, pour moi, il y a quelqu'un aux Cardinals qui va sauter. Est-ce que c'est Gannon? Est-ce que c'est en fin de saison? Je ne sais pas. Ils ont commencé une tactique que je trouve très intéressante qui est de lui mettre une amende de 100 000 $ pour essayer de récupérer une partie de son contrat. Et si tu fais ça chaque semaine, je pense que tu peux t'en tirer plutôt pas mal. Donc, faut peut-être le garder et l'énerver beaucoup pour lui mettre des amendes. Et voilà, en tout cas, sur le premier, même si pour moi, le numéro 1 qui risque de sauter, c'est Zach Orr, donc le coordinateur défensif des Ravens, mais on est d'accord tous les deux sur lui. Ouais, sur Zach. Alors oui, alors pour les Cardinals, oui, ça va bouger. C'est obligé, ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils ne peuvent pas laisser une impression de fouillis, de bouillie de football, de bouillie de coaching. Jonathan Gannon, on se rappelle que quand il était aux Eagles, quand ils perdent leur Super Bowl contre les Chiefs toujours, les supporters des Eagles étaient très contents de le voir partir. Il a pas trop mal démarré son aventure aux Cardinals, mais finalement, il n'y a jamais eu la marche supplémentaire qui a été franchie, au-delà de quelques promesses qui ne se voient pas. Et quand on voit quand on perd, avec tout le respect que j'ai pour GG, quand on perd contre les Titans de GG en ayant 21-6 d'avance, potentiellement 28-6, et on n'est pas capable de coacher son équipe, oui, je pense que ça va sauter. Est-ce que ce sera un cordeau? Est-ce que ce sera lui? On ne sait pas, mais oui, je pense que là-dessus, ça va y aller. Et je pense que le premier qui va aller à Baltimore travail, ça sera Zach Orr. Clairement. Parce que c'est pas lui, c'est pareil, c'est pas possible. En plus, les Ravens font des moves. Mais alors, est-ce que c'est des moves de mecs qu'ils n'aiment pas? Parce qu'un Oda Feoé, j'ai pas. Alors, il y a une problématique de re-signature, forcément, dernière année de contrat.
mais ça me paraît un peu tôt pour trader un pass rusher, sachant qu'ils sont déjà pas riches sur le poste. On peut pas dire non plus que la défense ait causé suffisamment de satisfaction pour se dire allez YOLO, on lâche Owe et on a un Mike Green en rookie qui fait le taf derrière, ou un Ojabo qui répond enfin aux attentes. J'ai l'impression qu'à Baltimore, c'est une franchise qui a toujours été modèle de stabilité, et là j'ai l'impression que c'est Et là, ils sont la sur foire à 12 étages. des. Exactement, et en plus, ils sont sur des bases historiques de nullité en termes défensifs, où s'ils continuent comme ça, ils vont se prendre le plus de points de l'histoire de la Ligue sur la saison. En tout cas, c'est le pire démarrage de tous les temps, il me semble, au niveau défensif, ce qui est assez fou quand on pense que c'est les Ravens, quoi. Parce que tu nous dis aujourd'hui, c'est les. Quelle équipe est absolument cata en défense? Les Dolphins. Moi, tu m'avais dit que c'était les Dolphins qui prenaient ça. J'aurais cru. On prend 40 points par match, tu regardes le début de la saison, ouais. Aucun doute, non, c'est les Ravens, alors qu'ils ont quand même pas mal de monde. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre dont tu voudrais parler? Tu parlais des Dolphins, je pense que McDaniels aux Dolphins, ça sent aussi un petit peu la fin. On a l'impression depuis 2 ans déjà qu'il n'a plus du tout la main sur son effectif. Entre les déclarations des joueurs qui vont pas dans le sens de ces déclarations, c'est assez concernant. Il y a le charisme d'un Chips. Respecte les chips. Ouais, ouais, les chips sont limite. Les chips au moins sont craquants, on dirait. Lui, il est tout mou. Et je pense que c'est le problème pour lui, c'est qu'il n'a plus la main sur l'effectif, il n'a pas la capacité, on va dire, d'un Dan Campbell en mal alpha de redresser tout le monde et de redresser la barre. Et non, Lui, lui, j'ai c'est un l'impression pote. Lui, c'est un pote. Il est là pour la bonne ambiance. Si ça va bien, ça se passe bien. Et si ça va mal, ça se passe mal. Et il n'y a rien à faire. Et c'est triste. Et j'ai vu passer que le front office perdait patience avec McDaniel. Alors, je sais pas si c'était moi au front office ou si c'est le front office des Dolphins. Mais j'espère en tout cas que c'est le front office des Dolphins qui perd les patience. front office, tous les front office. Tous les front. Non, je pense pas que les 31 autres perdent patience avec Non, lui. ça doit même bien leur convenir. Après, pour moi, sur comment dire, les cordeaux, les head coach sur la sellette, il y a 2 head coach qui m'ont l'air bien près du grill, bien près du barbecue en mode merguez cramé. C'est Zach Taylor aux Bengals et Brian Daboll aux Giants. Parce que Ouais. Daboll, finalement, c'est le cas qui peut être le plus vite réglé. Il y a eu un petit effet Jackson Dart, mais qui s'est visiblement un peu déjà étouffé sur le dernier match aux Saints. C'est un effet Jackson Dart, pas un effet Brian Daboll, quoi. Ouais, oui, Et voilà, en plus, pour c'est ça. oui. En plus, c'est lui qui a jeté, parce que c'est ce qu'on avait un peu échangé avec PA sur un preview, un rewind, je sais plus, mais en disant, en fait, finalement, non, c'était une preview en disant Jackson Dart, c'est la dernière des dernières cartouches. Mais on dit ça depuis longtemps, hein, et au final, il recharge. Il continue de recharger Brian Daboll et il s'en sort. Et pour Zach Taylor, du côté des Bengals, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant le rewind, je ne pense pas. Mais en tout cas, les Bengals ont tradé pour Joe Flacco. Donc, ce sera Joe Flacco qui lancera les ballons à partir de ce week-end. Est-ce que c'est aussi l'objectif de voir ce que Zach Taylor peut faire avec un QB compétent mais qui n'est pas Joe Burrow? Et si ça marche pas, ça dégage. Ça se Possible. peut. On avait plus critiqué l'organisation des Bengals et leur création de roster qui posait question, clairement. Ouais. Maintenant, Joe Flacco. Est-ce qu'ils auront le Joe Flacco qui était capable, notamment aux Colts, de faire le taf proprement? Est-ce qu'ils auront un Joe Flacco perdu comme là aux Browns? Est-ce qu'ils auront un Joe Flacco il y a 2 ans, je crois que c'est aux Browns aussi, où ils les avaient quand Oui, il même les avait maintenus en amenés en playoff? playoff, 13-4, il me semble, ou quelque chose comme ça. Le bilan était fort. Donc après, il y a du matos quand même en termes de receveurs. Oui. Moi, je suis quand même plus inquiet pour un quarterback profil Joe Flacco, profil pocket passeur, qui va pas qui va se prendre des vagues. C'est Parce qu'il y a pocket passeur, mais avec des jeans de femme. C'est-à-dire, il n'y a aucune poche dans ces jeans. Et là, il faut arriver à lancer la balle d'une manière ou d'une autre. Ça va être compliqué. Par contre, côté Browns, très bon move, je trouve, de se séparer de Joe Flacco. Ça ne te sert à rien de l'avoir. J'en parlais lors de l'enfer du dimanche, qui est l'épisode qui est sorti le dernier dimanche du mois de septembre, où je disais, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avez pris 2 QB, faites-les jouer, essayez de voir ce que vous avez. Et si ça ne vous plaît pas, vous prenez un QB à la draft. J'ai l'impression que c'est la direction qui est prise. Donc, Dylan Gabriel a sa chance. Et peut-être que sur la deuxième partie de saison, ce sera Shedeur Sanders. On verra.
Et après, en termes de coach sur la scène, quand on a souvent, c'est les bilans, hein, c'est les bilans qui parlent. C'est soit des coachs qui ont été nommés récemment avec donc du coup des projets, des phases 1 de reconstruction ou des choses qui sont intéressantes, mais il y a pas de, je pense qu'on a fait le tour un petit peu Non, je pense qu'on a fait le tour et je pense que des gens sur la scène. je pense qu'un Canales peut être sur la sellette aussi côté Panthers, mais ça on verra sur les semaines à venir. Mais c'est vrai que pour l'instant les impressions ne sont pas les meilleures du côté de la Caroline du Nord. Exactement. Thibaut, je te propose qu'on passe maintenant au gros projet. Parce que c'est notre projet! Et pour le gros projet, on va parler du match de la semaine. Et avant ça, on va rappeler que 2 équipes sont en bail, les Houston Texans, une des meilleures défenses de la ligue, et les Minnesota Vikings après 2 matchs au Royaume-Uni et en Angleterre. Donc d'ailleurs, c'est pas du tout le Royaume-Uni vu que c'était l'Irlande, mais dans les îles britanniques. Ils retournent à Minnesota pour se reposer. Et le match de la semaine, c'est un replay de l'an dernier, puisque l'année dernière, on avait déjà eu ce choc entre les 2 numéros 1 de la draft, le numéro 1 et le numéro 2, Caleb Williams face à Jaden Daniels. Et ben, c'est le rematch. Les Bears en 2-2 vont se déplacer sur le terrain des Commanders. Les Bears qui sortent de leur bye week et les Commanders qui sortent d'une superbe victoire face aux Chargers. Et surtout avec le retour de Jaden Daniels. Et tu sais quoi, je vais commencer parce que pour moi, ce que j'ai vu de la part des Commanders sur ce dernier match est absolument fou. Ça nous a permis de les mettre en 6 quand même de notre power ranking. Les Bears sont en 21, donc normalement il y a un sacré écart de niveau entre les deux. Mais les attaques sont bonnes, elles fonctionnent. Tu en as parlé tout à l'heure avec Odunze notamment. Je trouve que surtout Odunze, mais Caleb Williams fonctionne très bien. C'est intéressant. Ce qui m'inquiète pour les Bears, c'est leur défense. Et surtout, leur défense contre la course. Ils se font ouvrir à chaque match contre la course. Et là, tu te retrouves avec un Jack Corey Cross qui mérite, qui sort d'un match fou contre les Chargers. Et j'ai l'impression que ça va partir sur les mêmes bases. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce match-là ? Ça va être très intéressant parce que c'est 2 équipes qui, avec ce match, peuvent basculer. Alors, d'une manière plus mesurée, basculer dans la crise, peut-être pas, mais basculer sur un mauvais bilan dans des divisions accrochées, oui. Après, basculer sur des dynamiques positives qui peuvent les emmener encore plus loin aussi. Le retour de Jaden Daniels, clairement, redonne tout le lustre à l'attaque de Washington. Tout son côté imprévisible, son côté danger. Du côté de Chicago, on commence à voir un peu le travail de Ben Johnson avec Caleb Williams, qu'on peut trouver en progrès. La question se pose toujours de savoir s'il est surcoté. Moi, je pense que les progrès de Caleb Williams sont notables, sans être encore transcendants. On n'est pas sur... limite, on pourrait dire aujourd'hui, celui qui a le vrai niveau d'un numéro 1, c'est Jaden Daniels. Oui. Maintenant, est-ce que la pression d'être numéro 1 de draft ne joue pas aussi ? C'est envisageable. Maintenant, la défense des Bears contre la course, ça va être une catastrophe. Je pense que les Commanders l'ont bien noté. Maintenant, les Commanders, en termes de play call, c'est très intelligent aussi. Cliff Kingsbury fait partie de ces coordinateurs excellents et nuls en head coach, et il a des plans de match qui sont très très bons. À côté de ça, Ben Johnson, je pense qu'il aura encore la main pour faire progresser son équipe. Donc, je pense que la clé sera la défense, le front fort des Bears. Pourtant, n'est pas horrible. On a quand même un Montez Sweat d'un côté qui normalement est doublé, donc ça veut dire que ça libère de la place pour les autres. Maintenant, à l'intérieur, c'est solide sans plus. Et il y a peut-être la clé du match, et peut-être là, effectivement, tu as mis le doigt dessus. On sait, on en a parlé, hein, mais les Bears, les deux d'ailleurs, hein, les Bears et les Commanders, mais là je vais surtout parler des Commanders, se sont aussi renforcés sur la ligne pendant l'intersaison avec l'arrivée notamment de Larry Mittensil. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi eu du Deebo Samuel qui a un impact assez fort, qui est que quand il est en motion, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Et ça perturbe les défenses parce qu'il peut te faire des tours et ça peut être une course, ça peut être rien du tout, ça peut être une passe au final, une passe un peu latérale pour lui. Tu sais pas trop ce qui va se passer. On va avoir normalement le retour de Terry McLaurin aussi, hein, parce que contre les Chargers, il n'y avait pas Terry McLaurin et ils ont quand même réussi à faire des belles choses. Moi, ces Commanders m'intéressent beaucoup
Et j'ai hâte de voir un peu au complet ce que ça va donner. Pour moi, on n'est pas sur un vrai test pour l'instant côté Bears, dans le sens où s'ils gagnent, on s'attend à ce qu'ils gagnent. Je spoil un peu le prono qu'on aura lors du 2-minute warning, mais pour moi, je m'attends quand même à une victoire des Commanders. Mais la manière va être intéressante. Et petit revenge game pour notre ami Tyreek Stevenson, C'est qui vrai. aura certainement à cœur de faire oublier sa prestation catastrophique sur le dernier drive, même le dernier jeu qui offre la victoire aux Commanders. Donc quand je parlais de match à bascule, déjà l'année dernière, ça avait été typiquement ce type de match, parce que les Bears étaient sur une belle lancée, les Commanders aussi, et finalement, ça a mis un vrai coup d'arrêt aux Bears qui derrière ont complètement décroché, et ça a donné l'impulsion pour les Commanders. Donc, Oui, ça a été ce Hail Mary, pour ceux oui, qui ne se rappellent pas de l'action, mais le Hail Mary exactement. de Jaden Daniels qui a été rebondi par plusieurs joueurs, dont Tyreek Stevenson, qui faisait le mariole à se vanter auprès du public 2 secondes avant, pour un Diami Brown, il me semble, ou Noah Brown, c'est l'un ou l'autre, je crois que c'est Noah. Non, je crois que c'est Noah Brown. C'est Noah, ouais. Mais je pense à Diami Brown parce qu'au match contre les Chiefs, j'ai bien aimé ce gars du côté des Jaguars. Mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match entre Commanders et Bears? On se garde le prono pour plus tard. Non, je pense que tout a été dit sur les points, les axes à regarder sur ce match, on va dire les finalités pour les deux équipes dans leur saison. C'est un match très intéressant, encore une fois. À l'image de cette semaine, on a une très belle week, mais c'est vrai que ce match-là, il sort un peu plus du lot par rapport dans une optique de dynamique avec un bilan à 2-2 chez les Bears, 3-2 chez les Commanders. C'est les vrais matchs qui peuvent permettre de basculer. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur Thibaut. Je te propose qu'on passe aux heures sup pour voir tout le reste. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Heures sup, mais non rémunérées, précisons-le. Précisons-le, c'est toujours important de préciser ce genre d'information que rien n'est rémunéré. Et pour passer aux heures sup, on a quelque chose, que ce soit un match, un joueur, un retour, peu importe ce qu'on a envie de suivre. Et Thibaut, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu as envie de suivre sur cette semaine 6 de NFL? Eh bien, moi, j'ai envie de voir ce que va donner Pittsburgh avec un Mike Tomlin qui a très certainement dû sentir l'odeur du sang dans sa division, avec des Bengals, des Browns, des Ravens qui sont complètement en l'air. Est-ce qu'il va réussir à vraiment mettre la main sur la division, alors que pareil, en début de saison, quand on regardait sur la ligne de départ, on voyait les Ravens tellement loin devant, on voyait les Bengals mieux armés, notamment offensivement, et on disait, bon, les Steelers, équipe à Papy Rogers, avec un Metcalf, bon, on sait pas. Ça donnait l'impression qu'ils avaient envie d'essayer quelque chose et qu'ils y allaient. En tout cas, qu'ils mettaient les moyens, mais que les moyens restaient Aaron Rodgers, DK Metcalf, Jonnu Smith et Jalen Ramsey notamment. Bah, c'est ça, on y va, mais avec on fait un revival des années 2010. C'est ça. Et finalement, les autres équipes sont tellement en chute libre qu'avoir misé sur des joueurs solides à défaut d'être géniaux, expérimentés sans être non plus totalement finis et cramés, ça peut être le bon pari. Alors, on voyait une AFC Nord qui allait s'entretuer avec peut-être des bilans compliqués pour Pittsburgh, et on se disait peut-être que la série va se terminer pour Mike Tomlin. Finalement, moi j'ai plus envie de dire, est-ce que là ils vont pas prendre le large et pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire ces dernières années, à savoir pouvoir lever le pied un petit peu plus avant les playoffs, parce qu'ils auront la division en poche, et pouvoir envisager de préparer vraiment un match de wildcard avec l'ambition de le passer cette fois-ci. C'est ça, parce que les Steelers du coup jouent les Browns, donc il y a moyen de mettre les Browns en 1-5 pendant que les Steelers passent en 4-1, mais dans le même temps, côté AFC Nord, c'est compliqué. C'est les Ravens vont recevoir les Rams et les Bengals vont aller à Lambeau pour aller affronter les Packers. Les matchs côté AFC Nord, là, effectivement, tu peux avoir une équipe en 4-1 et la deuxième meilleure équipe en 4-2, en 2-4, pardon. Et là, tu prends le large et compliqué de les rattraper, je pense, à moins que Joe Flacco soit le second coming of Joe Burrow. Mais ouais, ça c'est tout le paradoxe de Joe Flacco, c'est qu'il est capable du pire comme du meilleur. C'est pas ce que j'ai vu aux Browns, en tout cas, on va dire. Et l'O-line des Bengals me fait un peu peur pour l'ami Joe. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres joueurs à aller chercher. Mais après, il fallait aussi chercher ce qui était disponible et ils l'ont fait. De mon côté,
Thibaut. Moi, je vais parler des équipes. On parlait en tout début de l'émission des matchs où il y avait des beaux matchs cette semaine. Et moi, de mon côté, c'est les équipes en 4-1 parce qu'elles ont toutes des matchs compliqués, sauf les Colts qui affrontent les Cardinals. Voilà, je respecte les Cardinals aussi loin que je peux, mais c'est pas l'équipe qui me fait peur à ce niveau-là. Et on a aussi les Eagles qui affrontent les Giants, mais ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, sur les matchs de dimanche et de lundi également, on a les Lions qui sont en 4-1 qui vont affronter les Chiefs, toujours compliqué. Les Bucks et les Niners, les deux équipes sont en 4-1, s'affrontent. Les Bills vont sur le terrain des Falcons, compliqué aussi, hein, même si offensivement les Falcons, on a connu mieux. Et les Jaguars affrontent les Seahawks en 3-2. Donc en fait, on a vraiment des équipes qui sont dans le même range ou alors qui essayent d'y être, qui s'affrontent. Et il va y avoir de la casse. Et ça va nous embêter pour faire le power ranking en semaine prochaine. Et j'ai hâte de voir ça parce qu'il y a un monde où les Jaguars continuent de monter s'ils battent les Seahawks. Et il y a un monde où les Chiefs continuent de descendre pas mal. Et pour parler vraiment juste du Monday Night Football. Mais moi, les Bucks, ça m'intéresse beaucoup parce que ça gagne difficilement, mais ça gagne. Les Niners, c'est pareil. Donc, c'est vraiment les deux mêmes équipes pour moi qui s'affrontent. Les Jaguars et les Seahawks, pour moi, c'est deux équipes assez similaires. Bills et Falcons, pas du tout. C'est pour moi deux équipes qui ont sensiblement rien à voir. Et voilà. Donc, je suis très intéressé par toutes ces affiches qui, avec en plus un peu de chance, ne se passent pas en même temps. C'est-à-dire que j'ai Seahawks Jaguars à 19h. J'ai Niners Buccaneers à 22h25. J'ai Lions Chiefs le Sunday Night Football. Et j'ai Bills Falcons le Monday Night Football. Donc, je pourrais regarder tous ces matchs-là en direct. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que je peux me faire je pense vraiment que tu ne ma seras petite pas soirée. le seul à regarder ces matchs-là parce que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. C'est ça. Parce qu'à côté, c'est pas ouf. Mais il y a des matchs quand même sympas, hein, attention. Hein, mais bon. Et notamment un Broncos Jets qui est alléchant. Hein. Si je pouvais avoir des tickets, franchement, j'irais. Hein. Allez, les gars étaient visionnaires. Au moment de voir l'affiche, les gars étaient visionnaires. On s'est dit, ouais, ça va être les Broncos, c'est solide. Les Jets, c'est en train de revenir. Nouveau coach, nouveau départ, nouveau Les sac Jets, à dos, nouvelle les trousse, nouveau compas. Ouais, que dalle. Ils ont redoublé, ils sont déjà en SECPA, avec tout le respect que j'ai pour les SECPA, bien sûr. Évidemment. Mais non, le Broncos Jets, on sera plus content de retrouver la commune NFL, on sera plus content d'aller au stade et peut-être voir quelque chose d'intéressant, mais on se fait pas beaucoup d'illusions sur le résultat. Si vous avez envie de croiser Thibaut, allez-y. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. À partir de deuxième mi-temps, de toute façon, on sera à la buvette, donc pas de problème. Oui. Ou à la boutique, parce que la boutique, en général, avant le match, la queue est longue hein, pour aller à la boutique. Donc, Titre. Bien vu. Je t'ai tendu la perche. Titre aussi. Voilà, c'est le deuxième épisode. C'est une série. Exactement. Mais oui, après, sur les 4-1, le Lions Chiefs, il est très, très, très intéressant parce que c'est un 4-1 pour les Lions, mais comme on disait, les Lions avec un premier match finalement un peu faux départ, mais qui sont redevenus et repartis dans leur standard. Face à des Chiefs K1K, Bucks 49ers, c'est vraiment le match, ça va être peut-être pas beau, mais accroché. C'est sûr parce que ce sera il va y avoir beau. un scénario de Maboule. Et moi, c'est ce que j'apprécie chez Baker Mayfield, c'est que c'est un chien de la casse. S'il y a des matchs où il faut aller chercher, où il faut aller. C'est le quarterback. On le déteste quand il est dans l'équipe qu'on affronte, mais on l'adore dans son équipe. Ce genre de mec qui va aller chercher le petit yard dans la tête la première, c'est exactement ce qu'il faut. Les Bills Falcons, c'est pareil. Les Bills, on reste sur quand même 2 performances moyennasses. Parce que la défaite face aux Saints, c'était tout sauf la victoire face aux Saints, pardon, était tout sauf, on va dire maîtrisée. On dira juste maîtrisée. La défaite face aux Patriots reste, sauf pour PA et GG du coup, qui était en mode Madame Irma, mais c'était compliqué. Donc là, face aux Falcons, qui sont une équipe mid-range. Avec des armes, des vrais atouts, mais des fois ça clique, des fois ça clique pas. Clairement, ils ont pris 30-0 face aux Panthers, on rappelle. Ouais, c'est pour ça. Mais par contre, un match, vraiment, je suis curieux aussi. Peut-être le moins sexy de tout cela, c'est le Jags Seahawks. Parce que je me pose la question, est-ce que les Jags sont aussi bons,
face à des Seahawks qui sont une équipe, on va dire, qui est constante, qui est bien coachée, où il y a une bonne défense, où ça limite quand même les erreurs. Ils perdent le match contre les Buccaneers sur, globalement, un shootout, parce que 38-35, ça a quand même attaqué des deux côtés. L'opposition est intéressante pour les deux équipes. Et comme tu disais, en termes de bascule, des Jags à 4-1, donc ils passeraient à 5-1 dans leur division, avec les Colts aussi qui ont aussi un bon bilan. Des Texans qui aimeraient que leurs concurrents perdent pour pouvoir refaire un peu leur retard. C'est encore une fois, on commence à arriver et c'est ce qui est fou avec la NFL, on commence à arriver à cette période où là, tous les matchs comptent. Il n'y a pas un match où on peut se dire ouais, bon, si on perd là, on se rattrapera plus tard. À l'exception peut-être de Pittsburgh, qui a un peu plus d'avance dans sa division. Mais là, la FC South, qu'on voyait moribonde, qu'on s'est dit c'est la division de l'enfer, personne ne voudra regarder les matchs, finalement très passionnante. Et ce Jags de Seahawks, les Seahawks qui pareil sont dans l'ombre. Il y a les 49ers qui gagnent moche mais qui gagnent devant. Les Seahawks, il y a les Rams, les Seahawks, c'est vraiment une équipe 14 sur 20, tu vois. Ça fonctionne, on sait que ça marche, mais par contre, tu t'attends pas à des flashs de dingue, et au final, c'est en 3-2, ça fonctionne. Tu fais, oui, évidemment, logique. Encourageant du conseil de classe. Ouais, voilà, c'est ça, satisfait. Et c'est pour ça, je trouve que c'est une équipe un peu sous-cotée dans cette grosse division, mais à prendre au sérieux. Oui, assez d'accord. Et sur un autre match, moi, qui pour moi est très casse-gueule pour l'équipe si elle le perd, c'est les Chargers. Le match des Chargers contre les Dolphins, s'ils les perdent, là, tu es en 3-3. Tu as perdu contre les Commanders et les Dolphins à la suite. Et surtout, c'est que tu gâches la bonne impression du début de saison. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça aussi. Ouais, voilà, c'est que les Chargers étaient bons. Après, alors tu gâches. Maintenant, les Chargers, remettons les choses aussi dans le contexte de cette franchise. Il y a des blessés sur la O-line qui sont terribles. Ah oui, là, Doug est titulaire. Tu perds tes deux tackles, tu perds presque quasiment toute ta ligne. Dans un jeu qui est basé fondamentalement sur de la maîtrise du tempo avec du run. Plus derrière des play action et un Justin Herbert qui normalement est plutôt clinique dans ces cas-là, t'en viens à devoir systématiquement faire des passes en troisième et longue, c'est plus la même. Une défense des Chargers qui reste bien coachée, mais justement qui ne jouait pas beaucoup de jeux parce que l'attaque mangeait le chrono. Comme tu dis, ça peut aussi devenir vraiment perturber cette belle impression qu'ils avaient laissée au début de saison. Et au contraire d'une darling, être un gâchis de la saison. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur ces matchs-là avant de passer au 2-minute warning? Tu t'entends en parler rapidement, mais les Colts, c'est encore une fois à suivre. Face aux Cards, je pense qu'ils peuvent vraiment déclencher notre premier coach viré. Exactement. Parce que on va mettre la musique du multiplex maintenant. c'est ça, but à camp. Et avoir ce côté destructeur de notre Indiana Jones, puisque c'est son nouveau surnom maintenant à Daniel Jones. On est passé de Jones la catastrophe à Indiana Jones. Et je trouve que ça va être intéressant de voir aussi, est-ce que les Colts qui maintenant commencent à avoir l'étiquette de favori, est-ce qu'ils vont réussir à assumer cette étiquette face à une équipe des Cards qui, sur un malentendu, peut sortir un gros match parce que c'est pas, il suffit que Kyler Murray ait perdu vite en tournoi à Call of. Sachant que Kyler Murray est apparemment déjà blessé. Et Battlefield 6 sort vendredi. C'est comme l'anniversaire de la sœur de Neymar et la blessure à la cheville la semaine d'avant. Exactement. C'est que des coïncidences. Que des coïncidences. C'est ballot. Hein. Quel dommage. Mais pour le coup, les Colts, on a vu quand ils ont le statut de favori face aux Riders, ça a été une rouste. Donc c'est pour ça, je trouve que dans les matchs, c'est un match où on peut avoir, il y a un vrai potentiel. Arizona travaille dès le lundi matin pour Jonathan Gagnon. Je pense également. Et Thibaut, je te propose qu'on passe maintenant au 2-minute warning. Et pour le 2-minute warning, on va prendre les matchs sur le Fantasy Ballers Pick'em. On va se les mettre dans l'ordre et on va essayer de dire qui va gagner le match. Je te donne deux équipes et tu me dis qui gagne. Et on va se garder le Thursday Night pour la rubrique prochaine. Et on va commencer avec ce super match
Franchement, je sais pas qui paye pour ça, mais on a. Moi, je paierais pour savoir qui paye pour voir ça. Ouais, franchement, hein, ouais, Je- je pourrais te dire ça. Et ben, on a les Broncos contre les Jets. Broncos. Broncos également. Les Rams contre les Ravens. Les Rams, c'est trop bien coaché. Les Rams aussi. Les Cowboys contre les Panthers. Les Cowboys. Cowboys aussi. Les Cardinals contre les Colts. 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 Les Seahawks contre les Jaguars. Moi, je mets Seahawks. Je mets Jaguars. Les Chargers contre les Dolphins. Chargers. Chargers. Les Niners contre les Saints. Les Niners, n'importe quoi. Les Patriots. Tu vois, j'ai pas envie de dire ce mot. Les Patriots contre. C'est dur. Ouais, c'est dur. Les Patriots contre les Saints. Moi, je mets Patriots. Je mets Patriots. Le cœur sait aussi. mes Patriots. Exactement. Patriots également. Les Browns contre les Steelers. Steelers. Les Titans contre les Raiders dans le nullicico du front office. Bah, moi, si je pouvais mettre match nul, dans tous les sens du terme, non, j'ai mis Raiders. J'ai mis Raiders aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas mettre match nul. Bengals contre les Packers. Packers. Niners, Buccaneers. Lions contre les Chiefs. Lions. Les Bills contre les Falcons. Bills. Et les Bears contre les Commanders. J'ai mis les Commanders. J'ai mis les Commanders aussi. On est assez similaires aujourd'hui sur ça. Mais Camille GG. Mais si vous avez envie de savoir ça, ce sera lors du rewind. Mais évidemment, lui, il a mis. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis les Browns contre les Steelers. Ça, je suis plus quasiment certain. Il a dû mettre les Ravens contre les Rams. Peut-être même les Jets contre les Broncos. Ouais, je pense. Je pense qu'il a dû effectivement partir là-dessus. Mais GG, on te salue et on espère que tu continues de nous faire des dingueries. On voilà. t'aime, GG. Exactement. C'est pas pareil sans toi. Non, exactement. C'est pas pareil avec lui non plus. Allez Thibaut, je propose qu'on passe maintenant à l'overtime pour le Thursday Night Football. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour le Thursday Night Football, on a les Eagles en 4-1, numéro 3 de notre Power Ranking, qui vont aller se déplacer sur la pelouse des New York Giants en 1-4, 24e de notre Power Ranking. Donc un bel écart encore une fois. Qu'est-ce que tu as envie de suivre sur ce match-là, Thibaut? Alors, moi, sur ce match-là, déjà, c'est un match de NFC Est. Match de division. C'est une division, voilà, c'est un match de division, et c'est une division où il y a toujours des surprises. Il n'y a pas de logique dans cette division, il n'y a pas d'ordre établi. On peut se dire que les Eagles gagnent contre les Giants, et c'est d'ailleurs mon prono, parce que les Eagles sont meilleurs en tout, les Eagles ont un meilleur coaching, ont un meilleur quarterback, ont de meilleurs joueurs, meilleure ligne, tout ce qu'on veut. Peut-être pas la meilleure D-line, allez, ça peut se discuter, mais il y aura toujours cette part d'inexplicable dans cette division. Maintenant, ce qui va me faire vraiment suivre ce match, c'est Saquon Barkley, qui revient donc à New York, qui est parti pas en mauvais termes, mais en règle générale, les anciens joueurs aiment bien se montrer contre leur ancienne équipe, surtout quand il y a eu des problématiques de contrat, de choses comme ça. Et il l'a fait l'an dernier déjà. L'an dernier, il était c'est pour proche. ça. Et ouais, le Revenge Game 2.0 de Saquon avec à nouveau 200 yards, possible parce que Saquon a quand même été relativement contenu ces derniers matchs. Il n'a pas fait de match d'un point de vue statistique exceptionnel comme c'était le cas l'année dernière. Sur un match où les Eagles peuvent se sentir vexés d'une défaite, encore une fois sur des faits d'arbitrage, donc ils peuvent estimer pas mérité. Et en tant que champion, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion, peuvent avoir envie de remettre directement les choses en place en mettant une rouste aux Giants, ce qui ne serait pas impossible, et se payer le scalp de Brian Daboll. Même si moi j'étais eux, je me dirais qu'il ne faut pas taper trop fort et garder Daboll encore à New York quelques années. Je suis d'accord. Moi, 10 ans, je dirais encore. Au moins. Facile. Moi, de mon côté, je partage tout ce que tu as dit. Les Eagles, normalement, c'est largement au-dessus. Et je vois pas trop ce qui pourrait casser la dynamique. Bon, la dynamique des Eagles, elle est mauvaise, vu qu'ils ont perdu un match. Ouh là là, le début de la fin. On n'a pas eu encore de citation de livre d'A.J. Brown parce que forcément, quand tu défends sur ton propre pote receveur, c'est compliqué d'attraper la balle. Bref. Mais les Eagles, juste attention, si vous gagnez le match, lâchez.
Passe à autre chose si tu mets 30 points, mais laisse pas les titulaires. Parce que la pelouse du MetLife Stadium, on en parle beaucoup. Parce que ça blesse tout le monde. Ça blesse Aaron Rodgers, ça blesse Nick Bosa, ça blesse. C'est Malik Neighbors aussi qui s'est pété récemment. Explosé. Explosé. Ouais. Et en fait, tous les ans, il y a au moins un ou deux joueurs qui fait une blessure très grave. Alors, je pense qu'on pourrait faire un top 11 des blessés au MetLife en vrai. Ouais, je pense. Je pense. Sincèrement, numéro 1, Aaron Rodgers. Ah ouais, parce que là, deux jeux, boum, le tournant d'Achille. Ouais, l'arrivée avec le drapeau et tout, la cinématique est absolument folle. On dirait un jeu qu'ils n'ont pas fini le temps de développer. Ils te font la cinématique et hop, ah bah désolé, je vais terminer. C'est un peu ce qui s'est passé, mais voilà. C'est français. Exactement. L'homme le plus classe du monde. Mais voilà, juste attention à cette partie-là parce que vraiment cette pelouse c'est de la daube et j'espère qu'à un moment il y aura une vraie discussion autour des pelouses en synthétique parce que c'est Mais la NFL avait sorti il y a 2-3 ans, il me semble, une étude statistique expliquant que non, sur le turf synthétique, il n'y avait pas plus de blessures. Bon, quand on sait que c'est les mêmes mecs qui l'ont sorti il y a 15 ans, qu'il n'y avait pas de traumatisme crânien en football américain, voilà, pour encore remettre leurs analyses en doute. Et ça a dû être un ancien joueur qui je ne sais plus son nom, mais un joueur qui n'était pas ouf, mais qui est devenu ensuite docteur et qui a poussé le truc, quoi. Donc, il en faut pour que ça bouge côté NFL. Sur NFL, c'est ça, c'est que après, moi j'ai du mal à comprendre comment des franchises qui génèrent des milliards de dollars n'arrivent pas à investir des quelques millions pour avoir un terrain canon. Enfin, je repense même au Super Bowl, la pelouse. Ils ont été mettre, je ne sais plus, 1 million sur une pelouse abominable. Alors, si on a des écouteurs, si on a des auditeurs jardiniers, allez vous vendre aux États-Unis, c'est mieux que les kickers. Vous serez heureux. Parce que là-bas, j'ai l'impression que les pelouses, alors ils critiquent les pelouses de la Sao Paulo, machin, etc., mais ils font pas mieux non plus. Je veux dire, le turf, tous ceux qui ont des franchises avec des turfs savent que leurs joueurs se blessent plus que les autres. C'est presque, comment dire, implacable. Oui. Et le MetLife, c'est le cimetière indien, quoi. Là, c'est 150 ans de génocide amérindien qui leur retombe dessus à chaque fois parce que le nombre de joueurs qui se pètent, et puis surtout c'est toujours quand même des croisés, des tendons d'Achille. Enfin, c'est pas les mecs font pas une entorse, ils se pètent pas un truc, ils s'explosent. Ils se blessent pas, ils s'explosent là-bas. Exactement. Donc attention de ce côté-là, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on part sur une victoire de la franchise de Pennsylvanie, les Philadelphia Eagles. Ouais, je pense que ça fera un 31, 15 ou 14. Voilà, New York sera pas forcément super dangereux. Je pense même que ça peut se passer comme tu l'as un peu dit. Ça peut très vite prendre le large score et après faire tourner. Surtout qu'à Philadelphie, on sait qu'on a quelques joueurs qui sont limite sur la blessure. Donc, ce serait pas... justement, ouais. Oui. Len Johnson aussi en tackle, Mailata qui montre quelques petits signes, Dickerson qui traîne un genou depuis le début de saison. Donc, ouais, affaire à suivre, comme on dit. Exactement. Et que des joueurs, Dickerson, Malaita et comment dire, et Lane Johnson que vous pourrez retrouver potentiellement dans le top 11 des offensive linemen qu'on sort ce soir à 21h sur notre chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir nous suivre. Tous les liens sont en description. Thibaut, merci d'avoir partagé la scène avec moi en cette soirée de mercredi soir. C'est même plus quel jour on est. Non. J'aimerais qu'on soit une soirée de vendredi soir pour qu'on soit en week-end derrière, mais ce n'est malheureusement pas le cas. On a fait que la moitié du chemin. Mais voilà, on espère vous accompagner au moins dans ce petit trajet vers le boulot. Et voilà, donc merci à toi Thibaut, merci à tous. On se retrouve ce soir pour le top 11 des offensive linemen. On se retrouve samedi pour Front Office University avec Alexandre Péa et Anto. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vive le football.